Et paraît-il qu'il faudrait tous rêver de travailler dans ce genre d'endroit. Ça, c'est le centre-ville de Houston, c'est exact. Alors, ce que vous voyez là, n'est pas le circuit imprimé d'un ordinateur, c'est une ville. C'est ça, une ville. Tout avait commencé par cette conférence à laquelle j'avais assisté un peu par hasard. Au nouveau rythme magico-religieux, ben c'est quoi? C'est aller magasiner dans des power centers, des centres d'achat. Et pour lier ces composantes-là ensemble, ben, des autoroutes et des autoroutes. Du pétrole qu'on souhaite à bon marché. Alors, d'où vient Projet Montréal? Projet Montréal, voilà. Le type m'avait assez intéressé pour que je lui demande de m'accorder une entrevue quelques jours plus tard. Ça, première chose, je ne sais pas si c'est possible en 2 minutes, de m'articuler le lien entre l'auto et Projet Montréal. 2 minutes. 2 minutes, mon parcours. Mais pour saisir la relation complexe entre l'automobile et la ville, je me suis vite rendu compte qu'il fallait plus que 2 minutes. Ça a pris plus que 2 minutes? Pas pire. Et comme je voulais être sûr de bien comprendre, j'ai pas pris de chance, fait que je suis remonté jusqu'au Big Bang. C'est comme ça que j'ai appris que dans une galaxie quelconque, en banlieue d'une étoile tout aussi quelconque, une planète a fini par réunir les conditions nécessaires au phénomène qu'on appelle la vie. Les espèces vivantes ont ensuite évolué, et certaines, comme les dinosaures, ont été moins chanceuses que d'autres. Mais cette disparition a permis à des petits mammifères pas très prometteurs jusque-là d'aboutir à un drôle de primate bipède. À l'Australopithèque aurait alors succédé Homo habilis, Homo erectus, puis l'homme de Néandertal qui aurait peu à peu laissé la place à l'homme sage ou Homo sapiens. Mais malgré son nom et son apparence soignée, Homo sapiens n'en est pas à une bêtise près. Les totems ont beau être passés de la position verticale à la position horizontale, il est toujours très prompt à adorer quelques symboles de prestige qui vont ensuite lui empoisonner l'existence. Moi, je suis d'abord un urbaniste. Je suis un amoureux de la ville. J'en ai fait ma profession. Il y a 30 ans que je suis là-dedans. Et l'auto, pour moi, quelle place ça occupe dans mon équation? C'est l'arme de destruction massive de la ville, de tout ce que j'aime, de ce à quoi j'ai consacré ma vie. La ville, c'est vivre ensemble. C'est entrer en interaction les uns avec les autres. L'auto, c'est quoi? C'est la magnification du jeu. C'est le jeu qui s'affirme de manière triomphante contre le nous qui, lui, est propre de la ville. Ce que vous allez voir n'est pas une déclaration de guerre aux automobilistes. Parce que tout le monde peut avoir besoin d'une auto de temps en temps. L'histoire que je vais vous raconter est plutôt celle de Montréalais qui refusent que leur ville soit d'abord conçue en fonction de l'auto et qu'on répète ainsi les erreurs du passé. Ce qu'ils veulent, en ce début de 21e siècle, c'est la fin du Néandertal. Avec la patience d'un artiste devant sa toile, mais aussi avec la rigueur d'un scientifique devant ses rats de laboratoire, nous allons donc observer l'émergence d'une jeune formation politique appelée Projet Montréal. Alors, ça vient d'où, Projet Montréal? Ça vient de ce goût de changer de monde. On ne rejette pas tout du monde actuel, mais une bonne partie. Et on se dit, ça pourrait être tellement mieux. Puis ça serait tellement simple que ce soit beaucoup mieux que c'est là. Vous savez, la politique, ça fait peur. Au début, la première fois qu'on en a parlé, Claude et moi, on s'est dit, mais la politique, c'est pas très propre, la politique, c'est intimidant, la politique, c'est discrédité. Nous-mêmes, on en a le mépris. Et on irait en faire.
Alors, on s'est dit, ouais, mais si on le faisait de manière différente, si on le faisait comme c'est sur papier, de manière idéale. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais tout seul sur ma planète. Après ça, j'ai commencé à rencontrer quelqu'un qui m'a dit, moi aussi, je me pensais tout seul. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais la somme de ces tout seuls à penser comme ça, ben, ça donne tout le monde qui est ici à soir. Oui, mais pour que mon expérience soit vraiment scientifique, il fallait que je me trouve une sorte de groupe contrôle, des gens avec des préoccupations semblables, mais qui auraient choisi une autre voie d'action que le parti politique. C'est ce que j'ai trouvé avec le comité de circulation de la Maison d'Aurore, un organisme communautaire du plateau Mont-Royal qui remplissait parfaitement ces critères puisque eux aussi en avaient ras-le-bol de l'ère préhistorique actuelle. Avec cette solide méthodologie en main, j'étais donc prêt pour mon étude comparative et les questions qu'elle soulevait. Par exemple, le groupe de citoyens parviendra-t-il à se faire entendre? Se fera-t-il courtiser, voire même instrumentaliser par l'administration en place? Et le jeune parti politique, survivra-t-il au moins jusqu'aux prochaines élections? Si oui, se laissera-t-il corrompre à l'approche du pouvoir? Et s'il reste intègre, se fera-t-il simplement récupérer ses idées? Bref, lequel de ces deux groupes contribuera le plus à nous sortir enfin de l'ère du Néandertal? C'est ce que j'ai voulu savoir en suivant chacun d'eux durant leurs premières années d'existence. Et on a fait signer, là, ça marche au bout de la monde. Capote de tout le monde quand nous laisse même pas finir. OK, je la signe. Là. Alors, ce qu'on demande, c'est à l'arrondissement d'agir pour régler le problème de circulation ici. Là, parce que comme tu vois, il y a un sérieux problème. Il y a des voitures qui forcent systématiquement la lumière. On ne peut pas traverser. On veut sécuriser cette artère très importante qui est Papineau, mais qui est traversée quotidiennement par des centaines de piétons et de cyclistes. Donc, comme il n'y a rien qui se fait, on a demandé, on fait une pétition. OK. Puis c'est toi qui as eu cette idée-là? Ou... Oui, une voisine, une de mes voisines. Tannée de... Ah oui. Salut! La rue Papineau étant pour moi une source inépuisable d'exemples des méfaits de l'auto en ville, j'invite quelques jours plus tard un de mes amis qui travaille sur la question à m'y rejoindre. Ah oui, il y en a une bonne à dire là-dessus. C'est que juste là, il y a un pont qui est le pont Jacques-Cartier, qui est une autoroute qui se jette dans un quartier résidentiel. Alors, si tu fais la carte du quartier, c'est pas un point qui est dangereux, c'est pas un autre, c'est l'ensemble du quartier. Dans les cas qui s'intéressent, ils peuvent cibler puis Sainte-Catherine et dire oui, il y a 10 000 piétons frappés. Mais c'est une minorité. Il y a des piétons frappés à toutes les intersections, à tous les coins. Donc, ça prend des mesures générales pour contrer ça. Là. On peut bien se faire un plan sur 200 ans où on va faire une intersection à chaque 2 ans. Au début, quand je commençais à faire ces cartes-là, les spécialistes m'ont dit que ça ne sert à rien, ça ne nous dit pas où intervenir. Ouais, je vais te montrer, il faut intervenir d'autres manières. Dans les quartiers pauvres, puis surtout, ça c'en est un, en tout cas, c'en est un, ça l'est encore. Les jeunes, ils ont plus de chances de marcher pour aller à l'école, ils ont plus de probabilité de ne pas avoir d'automobile, puis ils ont plus de probabilité aussi de devoir traverser des artères comme ça, la 6 voies. Si les riches sont en meilleure santé, c'est jamais par hasard. Hein? Non, c'est vrai, c'est parce que, ils sont moins exposés aux risques. À risque égal, ils ont moins de chances d'être frappés. Puis en plus, ils ont accès aux solutions. Alors, ici, dans la ville de Montréal, c'est lié au design d'origine de la ville. Montréal, on peut traverser à 2 endroits comme ça, puis bien malin, c'était celui qui voulait prendre le petit treillis de rue là, pour essayer d'aller plus rapidement. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a moins de piétons frappés dans la ville de Montréal, c'est lié à son design d'origine. Alors, moi, j'ai le fils d'une amie qui a été frappé ici, mais ça, c'est mon histoire personnelle. Je veux dire, c'est un des 1800 piétons chaque année qui se font frapper sur l'île de Montréal. C'est 5 par jour. Mais il s'est fait frapper là, mais je me dis, pauvre petit, tu sais, il y avait 10 ans, il traversait pour rentrer chez lui après l'école, là. 6 voies, 4 voies. Sous la tache rouge, il y a un endroit où un enfant s'est fait tuer en octobre 2003, à la sortie des classes. En enquêtant là-dessus, je découvre que 3 ans plus tôt, un autre enfant est mort à ici. Continuant à enquêter, derrière l'école, sur la rue de l'école, 3e enfant tué en 1991. On a réussi dans cette toute petite école de 200 places à tuer 3 enfants en 9 ans.
C'est un record à Montréal. Cela n'a aucun sens. Quand on demande aux jeunes ménages, pourquoi vous déménagez en banlieue? La moitié environ mettent au premier rang, la première priorité, retrouver un minimum de sécurité. Alors voilà comment on peut réaménager l'espace. Ce qu'on appelle aujourd'hui la rue. Mais dans notre tête, la rue, c'est forcément 2 alignements d'auto stationnés puis 3 voies de circulation. Non, la rue, c'est pas ça. La rue, c'est de l'espace public que l'on partage suivant les conventions de notre époque. Alors voilà les nouvelles conventions que nous proposons au projet Montréal. Alors, vous voyez, le trottoir traverse la rue, les autos qui s'engagent au périmètre de l'école n'ont d'autre choix que de revenir sur leur pas. L'école n'est plus un segment d'un déplacement motorisé. L'école est une destination. Et en même temps, on en profite pour planter. On en profite pour embellir l'espace. Alors voilà ce qu'on veut faire à Projet Montréal. Dans la longue tradition du culte des sacrifices humains, le Montréal du Néandertal ne donnait pas sa place. 5 personnes par jour qui payaient de leur intégrité physique le seul fait de vouloir se déplacer à pied dans leur ville. Une situation inacceptable pour Marianne et bien d'autres citoyens. J'ai fait dernièrement une pétition pour régler un problème de circulation automobile au coin de Papineau-Gauthier. Puis c'est ça, Isabelle m'a contacté suite à cette pétition. À la fin de Jean. Moi, c'est Christian Boulet. Je m'intéresse à cette question-là, comment adapter l'automobile à la ville depuis bien longtemps. C'est ça, j'essaie de faire connaître les mesures d'apaisement de la circulation autant que je peux. Je peux résumer ça comme ça. Je les ai découverts en 1988 en me perdant dans la ville de Berlin, en Allemagne, où est-ce qu'ils commençaient à faire ça, à réaménager les rues pour que les automobiles spontanément adoptent un niveau de vitesse moins dangereux puis plus respectable dans l'environnement. Marianne, avec toute sa bonne volonté, se retrouvait donc à travailler avec Christian et son lourd passé de militant. Vous savez, le vélo au Québec, ça existe depuis bien longtemps. Puis moi, quand j'avais 17 ans, là, nous autres, on peinturait la nuit les pistes cyclables, là, puis eux autres, ils ramassaient les honneurs, tu sais. Nous autres, on avait des brins de la police, puis c'est eux autres qui... Moi, je veux dire, ça fait longtemps qu'eux autres, ils parlent là, de bicyclette, puis regardez la situation du vélo à Montréal actuellement. Le coin Rachel Papineau, là, je me rappelle quand il y a eu le débat là-dessus, là, nous autres, on est des gros extrémistes, puis eux autres, c'est eux autres que la ville écoute, parce que quand ils ont 2 interlocuteurs, là, ils écoutent celui qui font leur affaire, puis en plus, ils subventionnent Vélo Québec, la patente. Mais écoute, moi, je trouve pas ça négatif, là. Ça peut faire avancer la cause, mais je fais ça depuis longtemps, puis c'est des organismes qui sont installés, puis ils roulent, puis ils mettent des projets de main de l'avant qui donnent finalement à long terme pas grand-chose, parce que si on mais ça peut juste, je veux dire, on voit qu'ils vont dans le même sens que nous. Ah, ça fait longtemps. Ou eux autres sont contents parce qu'on va dans le même sens qu'eux. Ben, eux autres, fait que je sais pas trop comment voir ça encore. Il y a un agent de liaison, là, je vais communiquer avec elle, ça va tout donner en plein exemplaire. Non, oui. C'est quand même pas roulé à 60, on s'entend. Non, c'est clair, c'est clair. Non, mais moi, je juste dire. Non, mais... Dans le quartier où j'étais au Chili, il y avait des dos-d'âne sur les petites rues et même sur certains plus grands artères. Et je vous assure que ça change toute l'allure et notre comportement, même comme... Maudit que ça fait du bien d'entendre ça. On va s'envoyer tout seul. Un ami, un. Je ne vais pas faire venir une photo de ça. Moi, depuis que j'ai fondé un parti politique, je suis toujours optimiste. Avant, j'étais cynique. J'étais amer. J'en voulais à tout le monde. Je voulais égorger la classe dirigeante parce qu'ils bloquaient mes projets. Fonder un parti politique était effectivement une bonne alternative à l'égorgement des politiciens. Mais c'était pas tout. Il fallait aussi se faire élire. Je retrouvais donc Projet Montréal 1 an à peine après sa fondation, le soir même de son premier test électoral. Ben, je pense qu'on a lancé un dé, puis il y a des chances. Donc, advienne que pourra, on a fait du mieux qu'on peut. Puis, C'est dur sur les nerfs! Si le chef perd à la mairie et que le policier gagne dans son district, il laisse sa place. Puis toi, tu mènes en premier. Moi, j'ai pas vu.
un parti aussi jeune que le vôtre, de faire des pourcentages comme ça, là. Mais l'UFP, on n'a jamais fait des pourcentages partout de même, aussi généralisé comme ça, c'est... C'est extraordinaire avec la modestie de ce qui était nos moyens. Oui. On n'avait presque pas de capacité financière organisationnelle en début de campagne. À mesure que la campagne avançait, bien sûr, on a pris un petit peu de muscle, on a attiré des gens, mais c'est absolument extraordinaire. Le projet moyen n'existait pas il y a un an. Oui. Maintenant, nous sommes crédibles. Est-ce que un obscur fonctionnaire? Je ne sais plus. Ben voilà, maintenant, je suis un obscur conseiller municipal. On a 2 fois plus de votes que ce que le Journal de Montréal a annoncé. Richard, il me disait depuis des semaines, comment ça va être lundi le 7? Je vais-tu rentrer la tête haute à l'AMT ou je vais rentrer la tête basse? 4% j'ai la tête basse, 10% j'ai la tête haute. Il rentre pas à l'AMT. On veut que les rues redeviennent des milieux de vie avant d'être des passages pour voitures. Nous souhaitons un quartier où la voiture prend moins de place et où la priorité est accordée à la qualité de vie des résidents. Pourquoi maximum 30? Est-ce qu'on le voit? Pourquoi maximum 30? Le 30 est un symbole, un élément de sensibilisation. La situation actuelle nous montre que la rue doit parler à l'automobiliste. Nous aimerions connaître les intentions de l'arrondissement sur cette question. Peut-être Michel, un petit peu... Oui, très brièvement, on a une réponse de 3 minutes à donner. Écoutez, vous étiez 30 avec Zone 30. C'est un concept très connu dans les villes germano-nordiques. Donc, Zone 30, c'est un bon concept. Le conducteur de lui-même ralentit, il se trouve dans un paysage urbain différent et il comprend qu'il faut partager la rue, qu'il faut partager l'espace. On mélange dans les zones 30 des gens qui roulent à basse vitesse. Rouler à vélo à 15 à l'heure avec des piétons qui marchent à 4-5 à l'heure, c'est tout à fait possible. Des voitures qui ne dépassent jamais le 30 à l'heure. Et encore une fois, ce 30 à l'heure est obtenu naturellement, non pas par la contrainte, mais par un paysage urbain différent. Je vous dirais qu'essentiellement, vos préoccupations sont les mêmes que nous avons par rapport au plan de transport et déplacement urbain qu'on veut élaborer. Ce plan-là va se faire avec les citoyens et les citoyennes, il va se faire par thématique. Ça va être un processus qui va être assez compliqué, mais l'essence même de votre question, oui, il y aura un plan de transport et déplacement urbain. Oui, ce plan de transport-là va associer les citoyens du quartier. Il va également associer les usagers du transport en commun, les taxis. Je vais passer à d'autres sujets qui n'ont pas été soulevés. Donc, j'ai Marianne Tassé. C'est pas vous faire de peine, mais c'est sur la circulation aussi. Alors, mais c'est pas... on a fait signer une pétition en 3 semaines, on a fait signer plus de 1000 personnes. On vous a demandé si c'était suffisant. Vous nous avez dit oui, c'est correct parce qu'on aurait pu en faire signer beaucoup plus. Ça concernait le problème de circulation qui prévaut à l'angle des rues Gauthier et Papineau. On est très nombreux à passer là-dessus. On est surtout des piétons et des cyclistes et il y a très peu de voitures qui passent là, ce qui fait que les voitures qui descendent Papineau forcent systématiquement la lumière et ne nous laissent pas passer, ce qui occasionne des aberrations dangereuses.
finalement, comme réalisation, il y a la police qui avait eu aussi la pétition, qui a fait beaucoup de présence policière cet automne. Mais on s'est rapidement rendu compte en faisant tout ça que c'était pas ça qu'il fallait faire, que c'était de procéder par des aménagements différents. En fait, on n'y avait pas pensé tout ça, c'est Patrick Morancy de la santé publique qui nous avait conseillé ça. Puis, en priorité, il faut envisager des mesures qui sont efficaces. Ce sont les aménagements, les mesures concrètes dans le béton. Ils protègent tout le monde, incluant les enfants, les personnes âgées. Quand on fait un petit trottoir ensaillé, par exemple, où on met un bac à fleurs pour bloquer le passage des automobiles, comme ils ont fait dans Outremont, dans Westmont assez souvent, ça protège tout le monde, ça protège les enfants, les personnes âgées, puis ça les protège à chaque fois qu'ils traversent. Ils n'ont pas besoin d'y penser. Ces mesures d'aménagement sont les plus efficaces parce qu'elles protègent tout le monde, 24 heures sur 24, à toutes les fois, puis pour longtemps. Contrairement, par exemple, à l'éducation ou à d'autres stratégies comme la surveillance policière, qui est peut-être utile, mais le policier ne peut pas être là tout le temps. M. Tremblay m'a écrit par la bouche de son directeur de l'administration des communications que la circulation locale étant confiée aux arrondissements, et nous laissons le soin à Mme Fotopoulos de s'occuper de ce dossier, soyez assurés qu'elle le fera, blablabla. Donc, c'est qui a répondu? Ça, c'est Richard Thériault, directeur de l'administration et des communications, parce qu'on a envoyé la pétition à M. Tremblay aussi. Donc, la question est la suivante. OK, ben, vous empiétez sur le temps de... Oui, bien, il y a d'autres personnes qui ont empiété, des personnes là, vraiment avec beaucoup d'autorité, vous les avez laissés faire, mais là, moi, c'est pas pareil. Je comprends. Non, mais... Madame, ça, c'est okay. Non, mais est-ce que vous renvoyez la balle? Je veux savoir, est-ce que vous allez laisser faire quelque chose comme ça? C'est juste vraiment une... Ben, je suis un petit peu surprise parce que Papineau, c'est artériel. Oui, si je voulais le fermer, là, je n'ai pas le droit. Que ce soit Papineau, Saint-Denis, Saint-Laurent et on s'en doute. Mais il faut dire qu'il y a des allégages à faire. C'est un dossier qu'on va par la suite aussi acheminer à la Ville-Centre avec les deux collègues qui sont responsables pour le transport avec le nouveau mandat. Merci. Vous me permettez un commentaire? Monsieur Bergeron. OK, ça fait plusieurs fois que j'entends qu'il y a des choses qui relèvent de votre responsabilité comme conseil d'arrondissement et d'autres qui relèvent de la responsabilité de la Ville et que celle-là ne nous regarde pas. Nous sommes 4 ici assiégés au conseil de la Ville. Donc ça nous regarde même ce qui se passe sur le réseau artériel. Tout à fait, mais on a été pas par ailleurs, s'il y a une chose qui ne nous regarde pas, c'est bien le point de 25, c'est que le gouvernement du Québec, il peut procéder en toute autonomie en se foutant complètement de ce qu'en pense Montréal. Il n'empêche que nous avons tantôt adopté à l'unanimité une motion du conseil du plateau Mont-Royal demandant au gouvernement du Québec de renoncer à ce projet-là. C'est tout à fait pertinent d'avoir fait. Alors, tout nous regarde à ce conseil. Je suis d'accord avec vous. Si les conseils d'arrondissement avaient tendance à m'engourdir un petit peu le cerveau, avec les manifs hivernales du comité de circulation, c'était plutôt les doigts que je me gelais. Presque de l'héroïsme. C'est vraiment de l'héroïsme. Moi, c'est pas l'hiver, c'est 8 heures le matin. C'est-à-dire que quand tu pédales, il fait chaud, regarde, tu vois, il fait quelle température? Oui. Il fait quelle température, là, moins 20? Moins 16, moins 17 avec du vent. Ah, regarde, c'est juste un coup de vent. Ah oui, c'était quoi? Pendant ce temps-là, à l'Hôtel de Ville de Montréal, Richard Bergeron commençait à décortiquer les rouages du merveilleux monde de la politique municipale. Alors, les budgets sont préparés dans une culture du secret. Ils relèvent exclusivement du maire et de ceux qui peuvent bien s'adjoindre au sein de son comité exécutif et de quelques fonctionnaires. Cette culture du secret au niveau de la préparation va conduire à une culture de l'affrontement une fois que le budget est rendu public. Alors, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer ce qu'il y a dans le budget. Une chose est certaine, M. le Président, si le chef de l'opposition est en dépression, alors une chose est certaine, c'est que je suis très optimiste pour l'avenir de Montréal et je n'accepterai pas qu'on dénigre la ville au conseil municipal, étant bien conscient qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, M. le Président. Merci. Le maire a donné, par exemple, ses demandes à Québec concernant le transport des écoliers, concernant les services spécialisés de la police. C'est pas ce qui déprime. Moi, je ne déprime pas, je regarde la situation, je regarde les faits, M. le Président. Le maire,
qu'est-ce que le chef de l'opposition a fait pour les gens d'une taxe du palais des congrès? 8 millions de dollars que le gouvernement du Québec ne fait pas. Alors, c'est facile de blâmer les autres, M. le Président, mais on assume nos responsabilités. Alors, si on nous dit c'est ça la politique, nous, c'est pas pour ça qu'on est venu en politique, on est un parti politique. Vous savez, quand je parlais tantôt, je veux pas que Montréal devienne une ville artillerie. Juste filmer comment ça se passe au conseil, c'est plate à mort, un conseil tel que je les connais jusqu'ici. C'est pas agréable du tout. Montréal, je crains que ça devienne une belle grosse ville endormie, un petit peu en dehors du monde, avec une sorte de gros Springfield. J'inviterais la personne en haut qui est en train de filmer, à moins que vous ayez une carte de média, vous n'avez aucune autorisation à filmer une séance du Conseil. Je vous aviserais, soit fermez votre caméra, s'il vous plaît. À ce stade-ci, je commençais un peu à me demander quelle pulsion masochiste inconsciente m'avait amené à faire ce film. Je me suis alors souvenu des images de Projet Montréal qu'un ami avait tournées avant même que je commence à m'y intéresser. Vous savez, un parti politique, ça fait 1 mois et demi qu'on est là. Il y a des gens qui disent combien vous avez de membres. Ah bon, on est venu full equip avec 2000 membres, tous nos candidats, puis on est tous organisés, puis on a 25 millions dans notre caisse. Mais ça marche pas de même. Visionner ce petit retour aux sources allait sans doute me rappeler mes motivations premières. Moi, je pense que, je dirais, dans la démarche des militants et des militantes de Projet Montréal, c'est une démarche qui doit se faire au ras des pâquerettes, ça veut dire sur le terrain. C'est comme ça qu'on enracine des idées. Je rappellerai simplement que ça fait 20 ans que Montréal est une ville, une des plus extraordinaires villes cyclables dans le monde occidental. Les politiciens et les politiciennes qui sont au pouvoir depuis 20 ans ne se rendent pas compte de ça. Ça veut dire qu'on pourrait actuellement, avec la masse critique de gens qui sont prêts, effectivement, à en faire une ville cyclable, on pourrait faire, à mon avis, une révolution des modes de transport alternatifs à Montréal. Et regardez qu'est-ce que l'air notre réseau de pistes cyclables, regardez qu'est-ce qu'on a nos quartiers résidentiels avec la présence de l'automobile, et vous verrez que les politiciens d'aujourd'hui ne veulent à peu près rien savoir de ce que c'est les modes de transport alternatifs. Ils sont, comme disait Mainville aujourd'hui, encore collés sur Exxon et Toyota. En passant, tantôt, Daniel parlait des ingénieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette revue, c'est la revue Plan. Cette revue vient avec une autre revue. J'ai été au palais de justice la semaine passée, les avocats, les notaires, ils reçoivent la même revue. Autopassion. Et évidemment, ben, vous savez qu'est-ce qui vient à l'intérieur, avec les popounes et les voitures. Hein? Ben, ça rentre dans le monde des professionnels actuellement. C'est ancré profondément. 32 heures de publicité par année en moyenne qu'un Canadien regarde à la télévision au niveau seulement des voitures. C'est sûr que Projet Montréal s'attaque à un gros morceau. Oui. Bonjour. J'ai essayé d'être... J'ai 36 affaires à demander, mais... Bon, Marcel était clair. L'idée de prendre le pouvoir politique, on vient de l'utiliser. Je veux dire, de Lénine jusqu'à Jean Doré, on s'est toujours fait fourrer. Il n'y a pas un maudit parti qui n'a pas lâché sa base à un moment donné. Et puis, en fait, moi ça m'interpelle parce que je suis ici de bonne foi, puis parce que ça rassemble des gens autour d'une question qui m'intéresse en particulier, c'est les transports, la place d'auto en ville. Personnellement, je crois beaucoup plus au concept de mouvement social, c'est-à-dire que les citoyens se rassemblent autour d'un enjeu puis fassent ce flux-là. Plutôt que d'entrer dans la game politique, peut-être, puis là, risquer, tu sais, là, on essaie de se disperser pour emmener large comme tout parti politique qui va avoir réponse à tout en fin de compte, puis finalement, peut-être qu'on va perdre notre cause avec le temps, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais l'histoire est derrière nous, c'est quand même le fun que Marcel l'a évoqué, que M. Clich, il nous encourage, mais il l'a évoqué, le RCM, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu une base à un moment donné, il a pris le pouvoir, puis il est parti.
Merci Christian de nous rappeler les dangers qui nous guettent. Je ne sais pas si Dominique voulait dire un mot, puis Paul. Pour répondre à Christian, en 70 au FRAP, on avait un genre de motto, et ça venait des discours de Michel Chartrand. Il ne suffit plus de surveiller le pouvoir, il faut l'exercer. Bon. Les partis politiques, dans notre système de démocratie représentative, c'est supposé être des instruments pour faciliter l'exercice de la démocratie. Or, ça devient des instruments pour l'empêcher. Hein? On le sait, ils prennent le pouvoir, puis là, ils ne sont pas là pour représenter les citoyens qui les ont élus, mais ils sont là comme propriétaires de la province, le propriétaire de la ville. Alors, il faut aller de plus en plus vers la démocratie participative. Il faut qu'il y ait dans tous les quartiers à Montréal des comités citoyens, ou je ne sais trop, ça prenait la forme des conseils des quartiers, qui les contrôlent. C'est la seule façon. Comme pour donner raison à M. Clich, j'apprends, quelques jours après avoir visionné ces images, que mon groupe de citoyens allait rencontrer des gens d'autres arrondissements avec les mêmes préoccupations qu'eux. Je m'appelle Marianne Sardi, j'ai ramassé mes noms en 3 semaines pour régler un problème de circulation qui s'est lié aux abords de Papineau, Point-Gauthier. Puis là, ça m'a amené à m'impliquer au sein du comité soutenu par la maison de vente. Puis depuis septembre, je ne lâche pas. Et les résultats? Ah, rien. Il faut ralentir. Oui, c'est pas comme ça. Moi-même, même situation. Ils disent oui, merci, on va agir. Blablabla. Le citoyen se perd dans toutes les démarches. Puis c'est ça, c'est la stratégie. Il nous pousse partout. Il nous pousse à l'arrondissement, il nous pousse à Ville-Centre, il nous pousse à installer des mesures d'apaisement de la circulation. Ça commence par une pétition, ensuite un comptage, ensuite confirmation de la problématique, et puis étude, proposition de solutions, rencontre avec les citoyens, là, tant de personnes doivent être d'accord, et puis ensuite, 10 ans plus tard, peut-être qu'il y aura quelque chose, si les gens sont encore en vie. Je pense que tout ce qui nous unit ici, c'est les mesures d'apaisement de circulation. Il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi. Puis je pense que la promotion des mesures d'apaisement de circulation, c'est ça qui nous unit, parce qu'en fait, c'est quoi une mesure d'apaisement de circulation? C'est, on oublie les pancartes. Ça, personne ne comprend ça encore. On oublie les pancartes, on dépose des objets dans l'espace qui font en sorte que le conducteur se sent en danger s'il va trop vite. C'est pas compliqué. Pour moi, c'est ça l'avenir. Si je me rends compte que ça marche pas, puis que ma fille s'est fait frapper, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Si mon prochain enfant se fait frapper, mais là, je vais dire, coudonc, ça peut plus marcher à Montréal, il va falloir que je m'en aille ailleurs. Moi, je suis un peu tannée de toutes les études qu'on fait, parce que chaque fois, quand ils sentent le soupe trop chaude, là, ils nous mettent des études, des commissions, des études, l'étude de l'étude, la commission de la commission. J'en ai ras-le-bol de ça. Installer des mesures d'apaisement de circulation, ça prend des études, des doctorats, puis envoyer donc. Les travaux publics, eux autres, ils arrivent, ils partent, du jour au lendemain. Les automobilistes s'adaptent. Et puis, ce que ça crée pas nécessairement de bouchon, mais au moins, ça crée du ralentissement. Les vraies mesures d'apaisement de circulation, grâce aux travaux publics. Et plutôt que de boucher les trous avec l'asphalte, on pourrait avec réduire la voie minimum, là, mais... Si les autos réduisaient spontanément leur vitesse avec des aménagements aussi simples et peu coûteux, ça voulait dire qu'avec un peu de volonté politique, on pourrait très bien les implanter. Un petit trajet en métro allait me montrer à quel point on en était loin. Ah, regarde ça. Moi, tu fais ça. Ah, OK. Dans le métro. Dans le métro. Allez de l'autre côté. Pour les jeunes, hein? Ben voyons donc! Sacrement! C'est quoi ça? C'est des nouveaux temporaires ou oui, quoi? c'est à chaque salon de l'auto. Ah. Regarde, toute la station est Jeep, regarde, tous les panneaux sont faits. Ah, c'est ça. OK. Ah. C'est la station qui la rebaptise Jeep. Ben voyons donc. Ah oui.
et ils disent c'est pas vrai que l'auto est le concurrent du transport collectif. Nous sommes complémentaires. Ce à quoi moi je rétorque, le transport collectif est complémentaire à l'auto, comme le mouton est complémentaire au loup. Il est son prochain repas. Alors... Les photos que vous voyez à l'intérieur du café, c'est les photos de tramway et ça nous permet, nous, en tout cas, de croire qu'à partir du moment où les gens vont commencer à avoir ce mode de transport-là, très contemporain, très adapté, qu'on va commencer à comprendre un peu l'importance pour nous, Montréalais, de développer justement l'instauration de ce mode de transport-là. J'en profite pour souligner aussi la présence de M. Richard Bergeron, qui est conseiller municipal et qui est justement le chef de Projet Montréal, qui a comme objectif quand même assez important l'instauration justement de ce mode de transport à Montréal. Donc, personne n'avait la main. Personne de la Ville de Montréal? Ah, malheureusement, on m'a dit au bureau du maire que le maire avait déjà un engagement qu'il ne pouvait pas, mais j'ai eu une réponse rapide et négative. Il est mandaté par le maire, hein, c'est ça. Pas sûr. Dans la compréhension populaire, le tramway, ben, c'est toujours quelque chose de très romantique. Hein? Les gens se rappellent tout le temps des bons vieux tramways que nos parents ont connus, que moi je n'ai pas connus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu les tramways ici. Il arrive à Montréal en 1892 et en 1915, en 1907, c'est-à-dire 15 ans après, il y a déjà 350 km de réseau de tramway à Montréal. Il y a 1250 tramways qui circulent à Montréal, puis il y a 140 millions d'usagers du tramway en 1907 à Montréal. C'est pour vous dire ce qu'a été la première révolution du tramway. Alors, ce tramway, en 1919-1920, encore flambant neuf, et il a été diffusé partout dans le monde. Toutes les villes du monde sont équipées de tramway. Alors, la première des raisons pour lesquelles il n'y aura jamais de ville, croit-on en 1919-1920, c'est que les villes sont déjà dotées d'une technologie ultra performante et compatible dans son esprit avec la ville. Boy, what a car. They call her Corvette, and she belongs to the highway just for the sheer and simple joy of driving. Au cheval puis à carriole. Mais moi, je trouve qu'il y a un sacré beau cheval ici. On est à Strasbourg. Alors, ils ont pris leur centre-ville qui était comme ça, et ils ont dit plus d'auto-centre-ville. Tout le centre-ville va être strictement dédié aux piétons, aux cyclistes et aux usagers du transport collectif. Le centre-ville de Strasbourg est tellement silencieux, c'est pas croyable. Tu te promènes, il n'y a aucun bruit. Il n'y a aucune mauvaise odeur. Il n'y a aucune émanation polluante. Il n'y a que des gens qui ont l'air très bien. Alors, la proposition principale de Projet Montréal, vous l'avez illustré sous les yeux, c'est de nous redonner notre ville. Ici, on est la place de la Comédie à Montpellier. Bien sûr, dans le programme de Projet Montréal, il y a plein de choses. En habitation, il y a le zonage d'inclusion, il y a l'enregistrement des baux. Bon, c'est des choses très techniques, très peu vendeuses, mais il y a une pièce maîtresse qui est très tentante, c'est celle du tramway. C'est un bel objet. On n'arrête pas de trouver des arguments en faveur du nouveau tramway.
j'hallucine. Le hasard, qui fait parfois si bien les choses, a voulu que j'accompagne à cette époque une Québécoise d'origine française dans sa ville natale, Clermont-Ferrand. Non, écoute, c'est comme une autre ville, ça se peut pas. C'est un petit peu plus calme. C'est vraiment une autre ville, c'est comme si t'enlevais les autos à Montréal. Elle n'avait jamais revu Clermont depuis l'implantation du nouveau tramway. C'est genre comme si on était dans un... Quoi? Je sais pas, un film futuriste où on imaginerait ce que serait les villes avec moins d'autos. Ça me fait cet effet-là. Non, mais avant, c'était quoi, le sérieux? Il y avait... Ben, avant, il y avait des autos partout, là, tout ça, là. C'était... Ça tournait comme un oui, grand... sans arrêt. Toi, regarde, là, ça va commencer l'heure de pointe, là. Puis t'as remarqué, on entend un peu des autobus. Mais c'est tout, regarde, t'entends le cri des enfants. Écoute, c'était vraiment une ville bruyante. C'était une ville bruyante, c'est comme Montréal. Là. Parce que c'est tellement petit le centre-ville que tout était là, tu sais. C'est ça. Est-ce qu'elle était piétonne, celle-là? Non, celle-là, c'était pas piétonne. grosse auto là, tout autour. Seulement ce qu'on a vu tantôt. Mais tout le reste, c'était... C'est comme si on se sent mal à l'aise qu'on va déranger. Qu'on dérange toutes les gens qui ont des voitures, finalement, parce que nous, on rêve d'un endroit qui va être agréable pour vivre. Les gens de Clermont-Ferrand, de Montpellier, de Strasbourg et d'au moins 300 autres villes dans le monde avaient compris ça depuis longtemps. Mais à Montréal, toujours à l'ère du Néandertal, les citoyens devaient encore se battre pour ce principe pourtant si simple. Par rapport au stationnement, les réaménagements impliquent qu'on joue avec le stationnement. On aménage le stationnement comme vous allez le voir, excusez-moi. Regardez, les rues actuellement sont faites comme ça. Il s'agit de réaménager les stationnements. Dans ce cas-là, le stationnement, on s'en sert de manière à créer des zigzags. Grosse journée. Décevante journée, là. Oui. Pourquoi décevante? C'est la QTR qui organisait une journée de la sécurité autour des écoles. Bonjour Bruno, comment ça va Bruno? Ça va bien. Il pense qu'on l'a pas vu avec sa caméra. La place que l'auto vient de nous informer que sur Mont-Royal, nous devrons marcher sur le trottoir. Même les policiers reconnaissent que c'est dangereux marcher à Montréal. Maintenant, ils nous protègent avec des cordes le long des trottoirs. Ça marche, Il faudrait fossiliser les policiers où à chaque coin de rue, ça ferait un obstacle. Un arbre, c'est plus beau et c'est plus efficace qu'une police pour ralentir les autres. On bloque la rue, on ralentit, on en profite, on est sur Saint-Joseph. Ça va trop vite. C'est l'espace de liberté, ben oui, c'est ça. On bloque longtemps. J'ai pas de voix, moi. J'ai une petite instant de poussette, là. On se couche par terre. Puis oubliez pas, si vous vous faites frapper, c'est de votre faute. Avec l'entente, monsieur, ça va tout voir. Ouais, c'est quoi parce que c'est prévu, c'est... On est citoyens. C'est la dernière fois que vous allez prendre la rue, si vous prenez la rue. J'ai pas compris, monsieur. Si vous prenez la rue, ça va être la dernière fois que vous allez prendre la rue. On essaie de vous favoriser, là, mais faites-le pas. On a des ententes, monsieur, faites pas ça, là. S'il vous plaît. Madame Guilette, j'en ai parlé. La rue est à nous! 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 On est 250 encadrés par des policiers. On n'a pas le droit de prendre une voie pendant 15 minutes. C'est ce que vous nous dites, monsieur le policier? C'est effrayant. Ben oui, c'est ça, là. Ça va faire la police. La police est à nous! Marcel, on a la rue jusqu'à Christophe Colomb. Alors, petite victoire d'un point de rue. J'ai dit, monsieur l'agence, j'ai dit, on contrôle pas tout, c'est comme tomber en amour, ça. Madame, je trouve que vous allez loin.
Tant d'énergie pour des petites victoires aussi ridicules. Il n'y a pas à dire, l'idée que la rue, c'est d'abord la place du char était profondément enfouie dans les cerveaux de nos contemporains. Marianne et son groupe commençaient à s'en apercevoir et ça les rapprochait d'autant plus des membres de Projet Montréal. Alors, est-ce que vous avez des questions, des réactions? Oui. Oui, mon nom est Owen Rose. Je suis membre du comité Mont-Royal Avenue Verte. Alors, on est là depuis 4 ans. Et ce que vous faites, c'est incroyable. Félicitations. Continuez le travail. Oui, on applaudit même. Lâchez pas parce que ça prend énormément d'énergie. Comme nous, on découvre à l'Avenue Verte. Il y avait la commission d'aménagement urbain qui a tenu les audiences publiques sur le plan d'urbanisme. Les citoyens se sont prononcés. Leur voix était bien retenue par la commission. Le rapport que la commission a sorti était super, mais presque rien n'était retenu dans le plan d'urbanisme. Maintenant, le nouveau plan de circulation s'en vient. On accepte que, bon, voilà, le plan d'urbanisme, c'est un peu raté par rapport à notre représentation comme citoyens. Mais, M. Labrec, allez-vous écouter la voix de la CAUDD dans son rapport? Vous devez adresser votre question à la mairesse. Et là, on est ouvert aux commentaires. Nous avons l'intention d'aller de l'avant avec un plan de déplacement. M. Labrec va déposer prochainement au conseil d'arrondissement le plan d'action qui va comprendre des rencontres d'information, public de consultation et finalement il y aura également le plan de transport de la Ville de Montréal avec notre plan de transport. Et la CAUDD, est-ce que ça va t'écouter? M. Lebrun qui était là, il y a aussi... Excusez, je vous ai dit comment on va fonctionner et on va fonctionner selon notre plan d'urbanisme que le conseil d'arrondissement a adopté à l'unanimité et qui a été aussi adopté par la Ville de Montréal. Donc, ça ne tenait pas en compte la voix des citoyens du plateau. M. Rose, je vous ai répondu, la recommandation de la CAUDD a été intégrée dans le document que nous avons adopté et M. Labrec va présenter le plan d'action pour les consultations à venir. Une réponse peut-être par rapport à ça? Je vais demander, ça c'est votre deuxième question, Monsieur Labrec, si vous voulez répondre. Donc c'est un plan de déplacement, c'est pas un plan de circulation. Deuxième élément, ce plan-là va tenir compte de tout le travail qui a été fait depuis une dizaine d'années, ce qui est transport, ce que le Forum Jeunesse a fait, le plan de développement durable, et ce que les citoyens dans les quartiers auront à amener en complément. Mais disons que les bases du plan de circulation vont être autour de discussions qui ont déjà été faites et d'engagements politiques que nous avions clairement identifiés dans notre programme. C'est à partir de ça que ça va s'élaborer. Comme ça, j'entends plutôt une réponse tiède de votre part. Merci, Monsieur Rose. Nous avons répondu. On continue. Bonsoir. Merci. Alors, réalisez ce que vous avez appris comme défi sur le plateau Montréal. Et moi, comme je siège au plateau, vous pouvez compter sur moi. Je vais faire tout ce que j'ai à faire. Ceux qui étaient au dernier conseil, vous allez voir de quelle manière je me suis comporté. Je m'excuse si vous jugez que ce n'est pas suffisant comme réponse, mais c'est ça la réalité. Et la situation n'a pas changé depuis les quelques mois. Est-ce que je peux apporter un complément de réponse, s'il vous plaît? Vraiment. Peut-être qu'une négociation, une approche devrait être faite avec ce propriétaire pour voir sous quelles conditions il accepterait d'intégrer un certain nombre de logements sociaux dans l'opération de redéveloppement qui, sans doute, verra le jour très bientôt. Ça a déjà été dit que pour le site de Mont-Royal-Nord, on va faire tout ce qui est possible pour parce que ça en arracher un ça petit peu. pourrait déboucher plus vite que les projets dont on vient de parler. Donc, merci, M. Bergeron. Donc, ça va forcément se retrouver dans le budget. Merci. Madame. S'il vous plaît. J'entends beaucoup de choses. La vérité, c'est que la circulation automobile croît de 2% par année. Et ça va continuer de croître. Il n'y a personne qui a le moindrement l'intention de réduire la place de l'auto dans nos vies. J'ai écrit un livre sur le sujet en 1999, j'en ai écrit un autre en 2003, j'en ai écrit un troisième l'année passée. Alors tout ce que je viens d'entendre, c'est bien joli.
qu'il n'y a personne qui a l'intention de réduire la circulation sur le plateau Montréal. Peut-être à part votre modeste serviteur. Merci. S'il vous plaît. Ici, c'est un conseil d'arrondissement où on ne fait pas ni ouer ni applaudir. On vous demande, s'il vous plaît, de respecter un certain décorum. Je vous remercie quand même. C'est si dur aujourd'hui de faire ce que tout le monde demande. C'est renvoyer au BTI l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, manque d'argent. Ça semble impossible de faire des choses élémentaires. Élargir les trottoirs, prévoir des bandes vertes, planter des arbres, sécuriser les intersections. C'est élémentaire, c'est banal, ça devrait être facile à faire. Je pense que notre volonté est de faire, nous sommes en train de faire, boulevard Saint-Joseph. C'est triste à mourir ce que vous faites du boulevard Saint-Joseph. Le mail central qui était bétonné et débétonné, puis les arbres ont été plantés. 50 cm de large, des petits arbres gros comme ça. Donc, toujours dans le moyen de... C'est pas une question de moyens, madame. C'est toujours... Pas dans ce cas-là, vous avez mal choisi votre exemple. Merci, M. Bergeron. Alors, vous pouvez compter sur moi comme élu, autant au conseil d'arrondissement qu'au conseil de ville. Nous allons décrocher le plateau en 2009. Au minimum, c'est vous qui allez faire ça. Du point de vue scientifique, je commençais à avoir un petit problème avec mon expérience. Mon groupe contrôle se mélangeait dangereusement avec mon groupe test. Mais politiquement, ça semblait de plus en plus nécessaire. Aujourd'hui, c'est notre réponse à la déconvenue qu'on a subie mercredi soir dans les soirées de budget participatif. Mme Fotopoulos a refusé un seul projet de tous ceux qui lui ont été présentés, à savoir le projet de réflexion sur l'avenir de la rue Mont-Royal. Elle l'avait refusé la semaine dernière quand Martin Audet avait présenté au nom de Projet Montréal la proposition de faire simplement la concertation, rien d'autre. On ne dépasse pas de scène, là. Bon, on dépasse quelques centaines de milliers de dollars pour réfléchir tous ensemble sur le genre de rue qu'on veut. Déjà, elle a répondu à Martin. On a pris bonne note. Je pense que c'est la plateforme de Projet Montréal pour les prochaines élections. Oui, mais c'est intéressant aussi. Elle dit, Michel Labrec s'en occupe. J'ai demandé à Michel Labrec de faire un plan de gestion des déplacements. Il s'en occupe de la rue Mont-Royal. Michel va nous donner la réponse dans 1 an. Mais non, Mme Fotopoulos, c'est pas à Michel Labrec de décider ce qu'on va devenir la rue Mont-Royal. C'est à tout le monde concerné par la rue Mont-Royal. Par ailleurs, Michel Labrec fait un plan de gestion des déplacements. Ça concerne le transport. Ceci n'est pas qu'une artère de transport. C'est une artère commerciale, c'est un espace de vie citoyenne, c'est un espace de détente, c'est un espace piéton, c'est plein de choses en plus d'une artère de transport. Merci à tous d'être là. Souhaitons que ça va donner quelque chose avant 2009. Et si ça ne donne rien d'ici 2009 c'est la prochaine année électorale, bien on parlera haut et fort à ce moment-là. Merci beaucoup. Toutes ces belles phrases. Il a inversé la pyramide. Le piéton est en haut de la pyramide maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Wow, bravo. Super. On est content. Maintenant. Oui, concrètement. Oui. Je pense que c'est ici, là. Vaut mieux en rire qu'en pleurer.
À mesure que le temps passait, c'est un peu la devise que Marianne et les autres citoyens avaient adoptée. Le plan de déplacement urbain a déjà 1 an de retard sur l'échéancier prévu au départ. Là, il est occupé à rencontrer tous les petits groupes environnementaux, les petits groupes de pression comme la Maison d'Or, tout ça. Les petits comités de rue, il rencontre tout ce monde-là, il est tout seul. Ça va être long, là. Ça va être terrible. Nous autres, à la Maison d'Or, on les a déjà rencontrés l'année passée. On va tout répéter la même chose. On est en train de se chicaner à savoir au niveau du 3, une gang. Puis on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Là, je dis, on peut passer notre tour, nous autres, si on peut accélérer. Ouais. Y a-t-il des échéances pour son plan de déplacement? Mais il y en avait, mais là, c'est déjà repoussé. On est juste au début du processus. Puis, il se considère au début encore? Ben oui, parce que le premier... En phase de consultation. Le premier, premièrement, c'est le procès. Si on décide de faire des trottoirs en taillis, au lieu de 200, ça serait 220, 230 000. C'est ça. Il faudrait mettre l'accent sur le piéton et agrémenter le secteur. Ça te coûterait 10 de plus. C'est pas la fin du monde. Il y a une volonté politique de mettre ça de l'avant. Ça s'en va là, puis ça va coûter 20 de plus. J'ai hâte de voir le plan qui vont fondre là. Dans l'arrondissement? Ouais. Ils nous consultent encore, imagine. Les années là, que le discours est le même. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont miser sur ça pour demander d'être élus, de mettre en place leur plan. Ils vont arriver juste pour les élections. C'est assez opportuniste pour faire comme ça. Un projet de tramway à Montréal, j'en suis totalement. Et sur le tramway, mon approche sera la suivante. Il faut se donner une vision commune. On n'en fera pas 350 km à Montréal. Mais chaque tronçon important de tramway, c'est un demi-milliard. Il nous faut donc identifier de façon claire une source de financement et bâtir un consensus autour de cette source de financement. Ça, c'est le reality check du débat. Et mon problème, c'est que plusieurs refusent de faire ce débat-là. Moi, quand j'ai entendu au conseil municipal quelqu'un nous dire « La Ville de Montréal n'a pas à attendre après Québec, puis après Ottawa, elle doit faire ça tout seul », ça m'enrage un peu. Je refuse catégoriquement que notre discours soit de permettre à Québec, à Ottawa, au gouvernement supérieur de se retirer une fois de plus du financement du transport. Quand j'ai demandé plusieurs fois au père du plan de transport de Montréal, André Lavallée pour ne pas le nommer, de faire un quartier sans auto sur les 4 hectares entourant la station de métro Rosemont. C'était des ateliers municipaux. Allez-y voir, tout est vide maintenant, tout a été rasé. Et pour moi, c'était le quartier sans auto parfait. Une station de métro sur un îlot sain de 1200 mètres de rue. On ne peut pas dire qu'il manque de rue, il est accessible par tout le tour. Je dis, vous avez l'endroit là idéal pour faire un quartier sans auto. 0 stationnement. Mais il n'a pas voulu. Et ils vont construire 600 espaces de stationnement. Imaginez-vous que sur le métro Rosemont, on s'apprête à construire 600 espaces de stationnement. Alors, depuis 40 ans, on enlève de la place aux piétons, aux cyclistes ou aux fonctions urbaines pour les donner à l'auto. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Et là, arrivent maintenant des nouveaux messages qui sont extrêmement séduisants, assez aisés à comprendre. C'est pas si compliqué que ça, comprendre pourquoi il faut réimplanter des tramways à Montréal. Le maire Gérald Tremblay est allé inaugurer le tramway de Paris, il a inauguré celui de Marseille, il a vu celui de Lyon. Il est fasciné, mais de manière superficielle. Quand qu'il tente d'intégrer cette séduction superficielle à sa culture profonde, c'est là que ça marche plus. Et là, je vais vous montrer où ça conduit. De peine et de misère, le maire Tremblay a fini par nous dire qu'il allait faire des tramways. Bon. Il nous dit qu'il va faire une première ligne de 6 km d'ici 2014. Je vous rappelle, on a commencé à parler du tramway en 2002. Si on met le moment zéro à ce moment-là, on aura peut-être 6 km de tramway en 2014. Alors, ça aura pris 12 ans pour avoir 6 km de tramway. Je rappelle que Drapeau a fait 26 km de métro, 26 stations. C'est pas mal plus dur que de faire du tramway en 4 ans. Bon, toujours est-il, le premier 6 km de tramway.
la rue Peel jusqu'au futur quartier Griffintown, le Vieux-Montréal, la rue Berry jusqu'à la station de Berry-UQAM. Sur ce tracé-là, 7620 stationnements supplémentaires à Griffintown. 1600 stationnements supplémentaires sous la gare Vigée. 1650 stationnements supplémentaires sous le nouveau CHUM. 2500 stationnements souterrains supplémentaires sous le futur quartier de la santé. Faites le total. 12 000 stationnements supplémentaires, tous souterrains, sur le tracé exact de la première ligne de tramway. Coût de construction des 12 000 stationnements, rien en bas de 400 millions de dollars, plus vraisemblablement 600 millions de dollars. Et ça, c'est de la création de richesse. La construction de la première ligne de tramway, pourquoi prend-elle 10 ans? Parce que ça coûte cher faire un tramway, ça va coûter 260 millions. Faire le tramway 260 millions, c'est une dépense, ça coûte cher, ça va prendre un partenariat avec Québec et avec Ottawa, il faut le retarder d'encore 5 ans, peut-être qu'on va y arriver. Dans l'intervalle et sur le tracé exact, mettre 4 à 600 millions de dollars pour construire 12 000 stationnements souterrains, ça c'est de la création de richesse. Il y a d'autres mesures qui nécessitent un changement radical de culture. J'ai parlé tantôt de respect du code de sécurité routière. On chiale tous ensemble et allègrement contre les automobilistes. Mais tout le monde ensemble au coin des rues. Là, nous avons ici à Montréal, au Québec, un comportement que certains disent un peu particulier. Tout le monde se rend devant tout le monde. L'idée de dire que c'est de la faute aux piétons, c'est de la faute aux cyclistes ou même aux automobilistes, c'est une vision qui est dépassée, ça. C'est reconnu que c'est dépassé. En sécurité routière, c'est un des derniers secteurs là, où on ose blâmer la victime comme ça. On n'oserait plus avec, je veux dire, avec les femmes battues ou même avec les fumeurs ou avec les... On le fait peut-être avec les gens bêtes, je sais pas, mais en sécurité routière, c'est vraiment impressionnant. On prétend que c'est de la faute aux piétons s'ils se fait frapper. Ici, par exemple, ça c'est dans Côte-des-Neiges, au coin de Mary, mais les piétons s'avancent dans la rue avant de traverser pour essayer de voir si les autos vont arriver parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est très large, puis il y a des autos stationnées. On peut bien les blâmer de faire ça. On peut bien dire s'ils se font frapper, ils sont en situation d'infraction et c'est de leur faute. En réalité, ils n'ont pas vraiment le choix. Ça, c'est comme les bonnes manières. On est d'accord pour l'éducation, pour les bonnes manières. Je veux dire, le passage piéton, tout le monde devrait respecter le passage piéton. Mais je veux dire, à Toronto, là, on le respecte, le passage piéton, plus qu'à Montréal. Bien, il y a les mêmes taux de piétons blessés qu'à Montréal. C'est pas le comportement ou l'éducation qui change. S'il y a beaucoup de piétons blessés, c'est parce qu'il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de piétons, puis il n'y a pas les aménagements adéquats pour les protéger. Donc, l'éducation, on est tous d'accord, l'éducation, là. Mais ça ne nous dispense pas d'implanter des passages piétons sécuritaires. C'est comme si on disait on ne mettra plus de rampes sur les balcons, sur les escaliers, on va éduquer plutôt les gens à ne pas tomber. T'sais. Mais non, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va se péter la gueule s'il n'y a pas de rampe. C'est très important, les blanches, on apprécie énormément. Merci beaucoup. Alors, on se dépêche ici, il reste 5 secondes. 4, 2, 1, 0, hey! Bon voyage sur la Rive-Sud! Il n'y a pas de saillie ici, ça ne marche pas, mais ils en mettent une là. Ils en font une là? Pour traverser la petite beauté. Tu veux dire dans ce sens? Oui, ils en font là, tu la vois, le trottoir s'en vient. Oui, aujourd'hui, là, on assiste à l'élaboration d'un trottoir en saillie. Oui. Comme on a demandé. Le seul problème... Il y a combien de temps, donc? 2 ans. OK. Donc, tout dernièrement, cette semaine, j'apprends qu'ils vont faire des saillies au coin ici. Alors, je hurle de joie. Et puis là, tout de suite, la seconde après, j'ai envie de frapper l'ingénieur qui m'a annoncé la nouvelle parce qu'ils les font pas sur Papineau, mais sur Gauthier. Alors, lui, tu voulais que ça avance sur ben oui, parce que l'idée, c'est que ça marche pas, là. C'est quoi le principe d'une saillie en Le principe d'une saillie, c'est une avancée de trottoir qui permet de se poster sur le trottoir de façon sécuritaire afin de voir, là. Oui, puis de réduire le temps de traverse aussi. Puis là, c'est ça. L'arrondissement nous répond que la ville ne jamais va faire ça parce que des saillies, des avancées de trottoir, sur les artères, comme Papineau, ils n'en mettent jamais. Alors qu'il y en a une juste un coin de rue plus haut. Au coin de Papineau, oui, qui avance sur Papineau. Les 2 points avancent sur Papineau. Bien, là, on m'a expliqué avant-hier, quand j'ai parlé à l'ingénieur, parce que je lui ressors toujours cet exemple-là, il me dit c'est pour canaliser le trafic, la circulation, parce qu'il y a des gens qui arrivent de Papineau Nord, de Rachel Ouest,
ou de Rachel S. Ces gens-là doivent être canalisés. Donc, les saillies ne sont pas vraiment des saillies, même si elles en ont l'air, mais c'est quelque chose qui sert à canaliser. Alors, c'est juste un indice visuel pour montrer où est la ligne blanche. Alors, il ne faudrait pas l'oublier. Là, en arrière, pas de problème, faites bien ça, puis on peut y aller. Quand on discute de ce genre de problème-là avec des gens de l'arrondissement, ils vont défendre les décisions prises ou l'absence de décisions prises par des gens de la ville-centre, malheureusement. Pourtant, nous, comme citoyens, quand on met le pied sur Papineau, on ne dit pas « Ah là, je suis sur une artère, puis là, je suis de juridiction centrale. » C'est ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Alors moi, je sais, chaque fois que je rencontre la mairesse et les gens qui travaillent avec elle, j'essaie de lui dire « Nous, on est des résidents de l'arrondissement. La rue Papineau, par exemple, traverse l'arrondissement, est-ce qu'on pourrait humaniser ces intersections-là? » Des histoires comme celle-là confirmaient malheureusement de plus en plus les conclusions auxquelles arrivait Projet Montréal pour expliquer ce genre d'absurdité. Alors l'idée n'est pas de nous prendre nos idées, dans l'intention de les mettre en application, d'après ce que je commence à comprendre, c'est de les désamorcer. Il faut désamorcer cette idée du tramway. Il faut désamorcer cette idée de la démocratie participative, du budget participatif. Il faut désamorcer cette idée de la modération de la circulation. Il faut tout désamorcer, puis il faut tout ramener à presque rien. Le tramway, il reste unique, c'est ce qui va être. La modération de la circulation, ils vont peinturer un petit peu sur la chaussée. Les pistes cyclables, ils vont mettre encore un trait de peinture sur la chaussée. Puis ils vont ajouter le kilométrage, un rapport annuel. Là. On tire 10 km de pistes cyclables de plus. C'est ce qu'ils ont fait l'année passée. À la commission du transport collectif, ils disent, mais où sont les pistes cyclables en question? Vous annoncez 17 km de pistes cyclables en 2005. Dites-moi où ils sont. Ils ont commencé à me nommer cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là. Mais oui, mais c'est juste un trait de peinture. Pas de pistes cyclables, ça. Puis même pas le nom du trottoir. Sur la chaussée, du côté au milieu de la rue. S'il vous plaît, on passe de de toute manière. T'as beau dire que t'es contre, comme Marvin Rothschild qui dit qu'il est contre, mais ça ne change pas. Donc, si on veut faire changer les choses, la seule solution, c'est d'être élu, c'est d'être au pouvoir. Donc, moi aussi, au début, je pensais comme Patrick, oui, on propose des idées. Mais là, de plus en plus, moi, je le vis depuis 6 mois, je commence à comprendre pourquoi Pierre-Beau qui n'aime pas être dans l'opposition. C'est dans l'opposition, là, où tu choisis de changer, comme Pierre-Beau fait, puis la majorité de l'opposition dans le monde, ou tu choisis de proposer, comme nous, puis qu'il y a des propositions, ah oui, c'est bien beau, mais non, on la rejette, on la rejette, on la rejette. Puis je pense que pendant 3 ans et demi, ça va être comme ça. Le problème quand quelqu'un d'autre te prend tes idées, c'est que tu ne sais pas comment il va les appliquer, il va en faire le suivi. Et c'est là le problème. Moi, quand je veux faire, quand j'invite des amis à souper et que je veux que le repas soit tel que je l'ai imaginé, je m'assure de faire la préparation du repas moi-même. Je ne laisserai pas quelqu'un en qui je n'ai pas vraiment confiance, et Dieu sait que je n'ai pas confiance en M. Zampino, pour faire le ménage chez moi. Le problème avec Lucille, on n'avait pas de dire Lucille aujourd'hui, mais Lucille, ça n'existe pas. C'est pas un parti. C'est pas un parti qui est né d'une tradition autour d'une idée qui a rassemblé des gens. Là. Il y avait un vide, on savait que Pierre-Beau allait s'enfarger. La communauté des affaires a pris un ex-candidat libéral puis l'a greffé de tous les roitelets de banlieue qui allaient faire leur royaume suite aux fusions. C'est ça qui est arrivé. C'est pas un parti, il n'y a pas de base. Il n'y a surtout pas de citoyenneté là-dedans. Alors, quand ils prennent nos idées, c'est juste pour faire un show de boucan dans les journaux. Non, je n'ai pas le goût, moi non plus, de m'incliner bien bas. Je préfère honnêtement qu'on fasse la job, même en 2009. Voilà. « 2009, l'année des élections générales, approchait justement à grands pas. Mais entre-temps, ce n'est pas une ni deux,
mais bien 3 élections partielles qui allaient être déclenchées en 2006, 2007 et 2008. En fait, dès la première de ces partielles, le compte à rebours était déjà commencé. Dans mon compte, c'était moyen. Donnez-les à Pascal. Voilà. Notre bureau, ça a été... Ça vient de quoi? C'est bon? C'est gagné dans mon fond! Résultat partiel ici. Résultat partiel. Donc sur 1775 voix pour le moment, Kathleen elle a 34,4%. Carole Bernier-Jeannet, 33,9%. 23,4% pour M. Charret et 4,5% pour Mme Thibault. On mène par 63 voix sur 1775 voix au total. J'ai j'ai 2 bureaux complets aussi. Là. Il manque le BVA. Ouais, c'est ça. Kathleen est à 37,25%. Carole Bernier-Jeannet à 33,9%. On a 77 voix de majorité, donc c'est très peu, mais quand même on mène. Mais là, il y a les résultats du BVA qui viennent d'arriver, là. BVA, le vote par anticipation. Puis dans le village olympique, on fait beaucoup, là. Là, on essaie de... Avec sa bière, il y a besoin de sucre. Ça vient de me dire. Le BVA nous fait mal. Ça change les pyramides. Jules, hein? Mais pourquoi la chance donnée un résultat qui n'était pas bon? C'était bon? Et ça, c'était avant le BVA. J'avais pas le BVA encore. Là, j'ai le BVA. Là, on a perdu? Le BVA, ça a été catastrophique. Donc, on a perdu l'élection. Je sais pas. Hey, non. Donc, on a eu le vote par anticipation. J'ai des mauvaises nouvelles. Donc, Kathleen maintenant à 32,8%. Carole Bernier-Jeannet à 36,5%. 23% pour M. Charret, 6,2% pour Nicole Thibault. Et, donc, Lucille mène par 165 voix sur 4453, mais il reste 18 boîtes de scrutin. Ça peut faire la différence. Ben ouais. Et on a bien travaillé, on a bien Mais moi, je savais. Dès que j'ai vu le résultat du bébé, je dis qu'on a fait. Ouais, c'est sûr. Bruno! Ça y est, j'ai manqué l'annonce de la défaite, moi. J'ai fait un geste manqué, j'ai raté l'annonce de la Et défaite. là, ça répète le début de ta nouvelle anus horribilis! Non, Dus! je pense que c'est pour ça. J'en ai fait un pour une anus horribilis. Non, mais t'es mieux d'en rire. Moi, je trouve que c'est rendu tellement tragique que si on prend ça au sérieux, là, on capote. Parce que moindrement que t'es conscient de la situation, tu regardes ce qui se passe. Tu sais, c'est sûr. Bon, les petits échecs comme ça, c'est correct. Il faut le faire au niveau du plan électoral. Mais l'affaire comme on l'a fait autour ensemble, là, le die-in, ça, c'était pas mal plus stimulant. Personne qui perd là-dedans, tout le monde gagne. Tous ceux qui participent, ils gagnent. Il est temps de redonner à l'automobile son rôle de second plan, d'encourager les gens à donner des points transport écologique. Chaque année à Montréal, 12 000 personnes sont blessées ou tuées lors d'accidents de la route. En leur nom, nous réclamons ces quelques minutes pour sensibiliser nos concitoyens au coût caché de l'automobile et à sa conséquence la plus grave, la mort. Vous voyez mon visage, je vois les vôtres. C'est sûr qu'on aurait aimé gagner complètement. Mais on termine avec 32% du vote, à 5% seulement derrière Lucille,
qui a vraiment mis tous les moyens pour gagner cette élection. Oui. Est-ce que vous croyez qu'ils ont mis ces moyens-là pour avoir un 81e élu sur 105? Ils en ont présentement 80 du CIM. Est-ce qu'il c'était si important pour eux d'en avoir un 81e? C'était pas là l'enjeu. L'enjeu, c'était que Projet Montréal n'en ait pas un deuxième. On n'a pas rien obtenu ce soir. On vient de réaliser un très grand pas. Nous nous sommes imposés ce soir comme le deuxième parti politique sur la scène municipale de Montréal. Moi, j'avais dit, c'est le taux de participation pas de 30%, donc aucune chance de gagner, parce que leur machine, avec le vote clientélisé, lui, il va être là quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, c'est en l'occurrence une tempête. Alors, à moins de 30%, on ne pouvait presque pas gagner. Merci beaucoup. Moi, ça me ramène en fait à ma jeunesse, au début de ma profession, où on a fondé l'RCM, on a fondé le GAM, où on a sauvé en fait le domaine des Sulpiciens, on a sauvé le couvent des Sœurs. Et dans le fond, ce qui permet de gagner, effectivement, c'est la passion, c'est l'idéal, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on pense qui est bon. Non. Les gens ont pensé autrement aujourd'hui, il faut les respecter. Et je vais continuer à écrire pour nous aider. Vous savez, la politique, c'est des marches, hein? Je commence à comprendre que c'est comme un escalier, là. Puis des fois, on ne sait pas quelle longueur a l'escalier. Fait que des fois, c'est un peu décourageant parce qu'on dit, je n'ai monté pourtant des marches. Comment ça, je ne suis pas encore arrivé en haut? Ben, c'est parce que l'escalier est plus long qu'on pensait. Alors, on a monté une marche magnifique en recrutant M. Martin et Mme Rochefort. Et c'est la deuxième fois de suite qu'on finit deuxième, proche deuxième, et qu'on perd complètement dans la brume derrière nous la prétendue opposition officielle à Montréal. Bravo. J'avais étudié là-dedans. Le développement durable dans les villes. Comment on peut faire très concrètement. Les projets Montréal, c'était ça, c'est de passer de la théorie à l'action. Mais c'est sûr que j'ai appris tout plein de choses depuis que je suis en politique, puis c'est vrai que c'est pas les plus belles choses que j'ai appris depuis que je suis arrivée. Mais bon, je pense que Projet Montréal aussi, c'est pour ça qu'on propose des améliorations à apporter autant au système de gouvernance qu'au système de vote proportionnel, par exemple, parce que les gens, des fois, ont un sentiment d'impuissance, ont l'impression que leur vote compte pas, donc c'est pour ça qu'ils vont pas voter. C'est de faire en sorte que les gens aient vraiment l'impression, et que ce soit vrai, que leur vote compte. Bon ben, je te retarderai pas plus. Tu vas pouvoir continuer. Ben oui, il y a 10 000 portes à faire, au moins. J'aurais pu ne pas vous montrer ce qui suit. J'aurais pu ne pas vous montrer la réalité, la dure réalité, malgré les mois de porte-à-porte, les heures et les heures de travail bénévole. Mais ça ne vous aurait pas donné l'heure juste sur les progrès accomplis, mais surtout sur ce qui reste à faire. Est-ce que tous les résultats sont rentrés? Bonne majorité. Les deux autres font la lutte à 1% près. À quel niveau, en fait, pourcentage? À 34, 35. Ah, ok, c'est là plus bien. On est loin derrière. On a plus de chance de remonter. On est sûr de finir 3 T'as fait ce qu'on espère. Non. C'est pas ton film, là. C'est pas bon, ça, pour ton film, ça. C'est pas un happy end de l'avoir dessiné. Écoute, mais tu t'occupes n'importe qui rentre et qui a des feuilles dans les mains, tu nous appelles tout de suite, ou sur le cellulaire de Yannick ou sur le mien, OK? Merci. Merci beaucoup, Antoine. Bye.
Bon, si je n'avais pas fondé Projet Montréal, peut-être que je serais dans une camisole de force aujourd'hui, là. C'est un moment charnière dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai quand même fondé Projet Montréal quand j'avais 49 ans. Et tu vois... Ça fait 3 ans de ça? J'en ai 53, ça fait 4 ans, là. C'était en 2004. Et moi, j'en pouvais plus, là. Parce que tu sens que tu es rendu au bout du rouleau, d'un certain rouleau. Alors moi, j'étais au bout du rouleau comme intellectuel, je crois. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, là? C'est ça que j'ai réalisé à 49. À l'orée de la cinquantaine, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et là, une fois que le blocage ultime est identifié, le blocage ultime, c'est la politique. Ça donne naturellement le pas à franchir. J'avais plus le choix, quoi. C'était ça où je fais du porte-à-porte présentement pour une élection partielle. Pas gâté, là. OK, mais moi, je vivais à pied. C'est bien toi, je suis dans Non, pas de problème. Vous savez, à Outremont, en décembre dernier, le taux de participation était de 30 %. Aujourd'hui, le taux de participation n'atteint pas 30 %, assurément. Dans les avions. Le défi de Projet Montréal, c'est de convaincre les gens d'aller voter. Il faut passer de cette étape où Projet Montréal suscite la sympathie, suscite l'intérêt, à l'étape où Projet Montréal convainc d'aller voter. Et ça, c'est la partie qui nous manque pour l'instant. Alors, il faut réaliser quand même que d'aller chercher 27-28 %, on n'a pas le score exact encore. C'est pas mal, c'est assez remarquable, objectivement remarquable. Dans Saint-Léonard, il y a beaucoup de travail à faire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quoi le résultat? Dans Saint-Léonard, c'est 95 % pour Bissonnette. C'est un vote. Mon enquête ne se termine donc pas sur un happy end dans la Walt Disney. Eh bien non, désolé. Mais le constat sur la situation actuelle a le mérite d'être clair. L'auto continue à régner en roi et maître à Montréal, 364 jours par année. Car il ne faudrait pas oublier la journée sans voiture, sur 8 coins de rue par 2, et bien sûr en dehors des heures de pointe pour surtout pas nuire au trafic. La réduction nécessaire et urgente de la place de l'auto en ville se fait donc en ce moment avec une lenteur exaspérante. Je suis un résident de l'avenue Christophe-Colomb et en ce qui nous concerne, ça fait bientôt 18 ans qu'on se bat pour l'amélioration de la qualité de vie sur notre rue. On espère y parvenir le plus tôt possible. Et de l'aveu même de l'administration au pouvoir actuellement, on ne verra pas de sitôt l'automobile faire de la place à des modes de transport collectif adaptés au 21e siècle. Le ministère des Transports est en train de préparer un massacre à la scie, là. La 25 auquel on s'est opposé, Notre-Dame, Turcot, la 440 qui s'en vient, qui va aller à l'île Bizarre avec un nouveau pont, la 640 qui va aller à Vaudreuil, la 30 qui va être reliée. Il y a au moins pour 5 milliards de travaux autoroutiers dans la région métropolitaine dans les 10 prochaines années. Mais enfin, dans le quartier, je pense, comme je dis, au pire avec nous, au mieux avec d'autres, dans les prochaines années, l'automobile va avoir un peu plus la vie dure et puis les cyclistes et les piétons un peu plus la vie agréable. Enfin. Au pire avec nous, au mieux avec d'autres. Entre les deux, il me semble que le choix n'est pas très difficile. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle j'arrivais au terme des 4 ans de ma petite expérience. Car mes résultats étaient clairs. Notre groupe test, tout comme notre groupe contrôle, avaient tous deux démontré qu'ils contribuaient déjà de manière significative à améliorer notre ville. D'abord, le groupe de citoyens, en montrant concrètement la voie à suivre, celle des mesures d'apaisement de la circulation qu'on commençait enfin à l'automne 2008 à voir apparaître tranquillement autour des écoles. En montrant aussi que les gens sont beaucoup plus réceptifs qu'on voudrait nous le faire croire. Mais regarde, c'est une déclaration commune entre les commerçants, les gens, les résidents, les gens à pied, à vélo.
c'est pas vrai que les commerçants, ils veulent pas qu'il y ait des rues bloquées. Quand on a rencontré Michel Labrègue, là, il nous disait, ça sera pas facile. Les commerçants, blabla, ils vont vraiment être contre vous, ils vont pas accepter ça facilement. Puis il nous a vraiment brossé un tableau super noir de toute la situation qui allait s'ensuivre, advenant un plan de déplacement qui mettrait à l'honneur des mesures d'apaisement de la situation. Okay. Lui était vraiment une grosse mise en garde. Monsieur Vélo, là. Oui, Michel Labrègue, notre bien-aimé, celui qui l'a réparti. Ou carrément en concoctant eux-mêmes un plan de déplacement pour répondre à l'arrondissement qui n'arrêtait pas de repousser le sien aux calendes grecques. En avril 2006, les élus ont annoncé un PDU pour l'arrondissement et après 1 an et demi, on n'a toujours pas les constats de l'arrondissement. Donc on s'est dit, nous on le sait ce qu'on veut, fait qu'on va leur dire. Fait qu'on est là ce soir pour dire c'est quoi qu'on veut pour notre quartier. Et ce qu'ils voulaient, c'est pas des mesures cosmétiques où on change des 50 pour des 30 sur des pancartes, mais des mesures dans le béton qui empêchent l'automobiliste de se sentir sur une piste de course parce que le look de la rue aurait plus l'air, justement, d'une piste de course. Et surtout, ils voulaient diminuer le 81% d'autos qui font juste traverser l'arrondissement pour aller travailler au centre-ville et qui sont représentés ici en rouge. Pour changer ça, ça va prendre pas mal plus que des vagues promesses avec des échéanciers de 10 ou 15 ans. Quant à Projet Montréal, on peut dire qu'en 4 ans, la jeune formation politique a beaucoup appris. Parfois à la dure, il faut bien le dire. Mais elle a su malgré tout maintenir le cap, si bien que ses idées progressistes sont maintenant partagées par une grande partie de la population, et même par les autres partis, qui n'ont plus le choix que de leur en piquer plusieurs, du moins dans leur discours. Je laisse donc le mot de la fin à Richard Bergeron, avec qui toute cette histoire avait commencé. Les glaces que l'on croyait éternelles au pôle Nord, bientôt auront totalement disparu l'été. Alors, il y a une conscience environnementale qui est aujourd'hui beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était il y a 4 ans à peine, parce que c'est un mouvement de fond global de société. On a bien fait de fonder ce parti-là il y a 4 ans, on ne se trompait pas quant à la réceptivité probable de l'époque, ça a fonctionné, et quant au fait qu'on serait servi par l'évolution ultérieure de la société et les grands mouvements, les grandes problématiques, les grands enjeux, essentiellement les changements climatiques d'un côté et la sortie de l'ère du pétrole de l'autre. Alors à partir de maintenant, le pétrole va toujours être disponible, mais il va coûter de plus en plus cher. Quand on parle de la sortie de l'ère de l'auto, de l'auto et du pétrole, voilà le meilleur symbole possible. Un concessionnaire automobile laissé à l'abandon depuis maintenant 5 ans et qui prochainement, souhaitons-le, accueillera un projet résidentiel, un projet de quartier. Les gens s'en rendent pas compte, là, mais dans un article qu'ils lisent là, dans une émission qu'ils voient là, il y a des éléments qui redéfinissent la notion même de qualité de vie qui sont en train de s'accumuler brique par brique. Il va se passer des choses assez extraordinaires et le projet Montréal en sera, je le souhaite, l'acteur principal à Montréal. Là, la première chose qui a accroché les médias, c'est ça. Ils veulent piétoniser la rue Sainte-Catherine. Il y a un nouveau parti, ils sont tellement fous de piétoniser la rue Sainte-Catherine. Et dans 5 ans, dans 10 ans, quand on regardera l'époque actuelle ou l'époque d'il y a une dizaine d'années, on va dire, ah oui, on faisait ça dans ce temps-là, on pensait comme ça. Ouais. On va mettre de côté notre cerveau reptilien qui nous a mus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un reptilien en nous, un néandertalien en nous, que nous allons finir d'évacuer dans la prochaine décennie. Et c'est ce que je nous souhaite. Parce que ça ne donne rien d'être amer vis-à-vis ceux qui sont au pouvoir présentement, de ne pas faire ce que nous souhaiterions qu'ils fassent. Ça va être à nous de le faire.
depuis que j'ai fait ce switch-là. Cessons de leur reprocher de ne pas le faire. Reconnaissons qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ça va être à moi de le faire, ça va être à nous de le faire. L'inversion de la mentalité de nos élus, moi je trouve que c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'on parle avec plein de gens qui habitent nos quartiers puis qui sont tous d'accord avec ce qu'on propose. Donc moi c'est plutôt le manque de volonté politique. On veut pas beaucoup que les choses changent. Et après ça, c'est de pousser les élus pour que vraiment ce soit réalisé dans un laps de temps acceptable. Parce que c'est ça le problème qu'on a en ce moment. C'est des échéanciers de 2014, 2019, 2024. Ça n'a aucun sens. À Toronto, il y avait une autoroute qui était supposée se construire, les citoyens sont mobilisés, ils ont dit, il n'y en a pas question. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans, 40 ans. Puis là, tout le monde disait, les ingénieurs disaient, ouais, mais regarde, si vous ne faites pas l'autoroute, là, c'est tous vos petits trucs de quartier qui vont ramasser le trafic. Pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas ce modèle-là, c'est pas ça qui arrive. Il y en a moins, tout, c'est tout fini, on gagne, c'est un gain pur. En ce moment, la rue Maisonneuve, pour se rendre de l'est à l'ouest, c'est un axe majeur, la rue Maisonneuve. Ils sont en train de faire des travaux sur le quartier des spectacles. On peut passer une voiture à la fois, il y a un stop, un tournant, puis un morceau de béton sur le côté. Ça en est de l'abaissement de la circulation, ça. D'aplomb sur une des plus grosses rues de Montréal, il ne se passe rien, la ville n'est pas en faillite. Si on a demandé à un fonctionnaire de prévoir ces choses-là, il aurait dit, mon Dieu, c'est impossible, une catastrophe internationale va se produire. Mais c'est rien produit. C'est rien produit, la circulation ne continue pas. Je remercie beaucoup la Maison d'Aura d'avoir appuyé le comité de circulation et d'avoir fait cette démarche-là parce que je trouve que la grande force va résider aussi dans le mouvement citoyen. Peu importe les partis politiques, il y aura des élections en novembre, peu importe qui va diriger, la suite va venir de la part des citoyens de toute façon.